première créature story, avec Mister Alexandre Ferrat. Donc des applaudissements s'il vous plaît. Donc Alex, tu es filmé en ce moment, tu es sur notre chaîne Twitch, donc merci beaucoup de venir avec nous, nous partager un petit peu plus de ton taf et venir nous faire donc une présentation de ton workflow, puisque tu as donc créé une image exprès pour les Creature Stories, pour les premières Creature Stories, et tu as réalisé donc un modèle que tu pourras montrer un petit peu plus tard, un modèle qui a été print, et que vous pouvez voir actuellement à l'écran sur notre chaîne Twitch. Donc pour introduire rapidement Alex, donc Alex qui est concept designer, qui travaille principalement sur du hard surface, et donc il a travaillé pour de nombreux clients comme Capsule, qui travaille à Capsule actuellement, qui a travaillé à NKI, qui a travaillé à Brunch aussi, et travaillé en freelance donc pour des studios comme Blur. Donc Alex, maintenant je vais te laisser nous présenter un petit peu ton travail. Bonjour, je vais vous présenter mon travail. J'ai choisi 4 projets pour rapidement un peu présenter mon style et mon parcours. Du coup on va commencer avec Strike Vector, c'est un peu le début de l'aventure. Ça a commencé à la fin 2013. Et en fait c'est le tout premier projet où j'ai pu faire du hard surface professionnellement en tant que concept designer et aussi en même temps découvrir le monde de l'environnement et le scène assembly. Donc Strike Vector c'était le trailer pour un jeu indépendant qui s'est fait à la base avec une bande d'amis. Donc là ce que je vous montre c'est un joystick, donc dans ce trailer il y avait un vaisseau et il a fallu tout faire sur le vaisseau. Donc ça part du simple design de joystick. Ça part du simple design de joystick. On a juste. Au cockpit complet, on peut voir là en close-up. Donc là on a les poignées d'accélération, on a les panneaux de communication. Donc on peut le voir un peu mieux en 360. Voilà. Donc il fallait faire un cockpit complet pour les besoins du trailer. Donc il a fallu penser à tout. En regardant comment étaient faits les vrais cockpits, donc en l'occurrence là d'hélicoptères. Et on a essayé de faire quelque chose de similaire. Et ce cockpit était surtout dans un vaisseau complet, qui était inspiré directement d'un des modèles du jeu et qu'on a dû refaire pour l'adapter aux besoins du trailer. Donc là voilà, on peut voir les moteurs avec des espèces d'ailerons à géométrie variable. On a les tuyères ici, et là par exemple on a le réservoir d'essence. Là c'est une vue du cockpit. Là il y a un petit effet maquette pour la présentation. Mais on a un rendu un peu plus réaliste en noir et blanc. Donc ce qui était très important c'était d'avoir quelque chose de réaliste, sachant que là on faisait un trailer de jeu. En général on récupère les assets de jeu et si on veut du réalisme, ils ont toujours de très bonnes bases mais il faut toujours rajouter une couche en fait. Parce que malheureusement les consoles ou les PC ne permettent pas d'avoir extrêmement de détails. Du coup lorsqu'on fait un trailer en précalque, il faut rajouter une surcouche pour arriver à un degré de réalisme beaucoup plus élevé. Donc ça fait partie du job de design. Et une fois que ce vaisseau était prêt, j'ai pu rejoindre les équipes sur les décors et faire un peu d'environnement. Donc si je ne me trompe pas, je peux rapidement vous montrer. Hop. On va accélérer un peu. Les décors. Donc on avait un layout fait par la prévisualisation auparavant et ensuite il faut qu'on s'adapte et on essaie exactement le même process, on récupère ce qu'on peut du jeu et on redesign pour ajouter une couche de réalisme. Donc ça m'a permis de découvrir un peu tout ce qui est très très grande échelle et en même temps de gérer de grandes scènes, de comprendre la logique d'un environnement et ensuite de le texturer et l'éclairer. Je reviendrai un peu là-dessus plus tard. Hop. Maintenant je vais vous montrer un autre projet qui a été très important pour moi, c'est Exodus. Hop.
Du coup, Exodus, c'est un projet personnel et c'est une série actuellement de 8 designs. 8 designs de produits. Donc là, on peut voir la Léviathan Exploration Suite, qui est une combinaison d'exploration spatiale et pour un milieu très dangereux. Et du coup, cette combinaison, c'est pas seulement en fait un perso avec une super armure, c'est une marque, c'est le produit d'une marque, et il y a toute une réflexion derrière. Donc, je vais vous montrer rapidement ce qu'est Exodus. En fait, je voulais faire un projet qui soit une espèce d'alter ego de moi-même, pour rassembler un peu tous mes centres d'intérêt et me réunir pour trouver quelque part un peu mon style et en même temps faire progresser dans mon workflow, comment adapter à la fois mon style et les techniques pour y accéder. Et du coup, avec tous ces différents points, je suis arrivé à la conclusion que la chose la plus adaptée pour ça, c'était créer une marque avec du storytelling, une identité, qu'on peut voir là, pour les anglophones qui pourront lire. Et autour de cette identité... encore plus du... Ok. Autour de cette identité, j'ai développé des spécificités qui sont arrivées ensuite au design eux-mêmes. Du coup, chaque design, au final, a un nom qui s'apparente à la mythologie pour le storytelling. Et il y a aussi énormément de features sur les produits pour leur donner beaucoup plus de consistance. Et du coup, je me suis servi du marketing pour ça. Donc là, par exemple, c'est simplement de la présentation, où on voit les différentes fonctionnalités de l'armure. Mais ça peut aussi être des fois des jolies phrases bien tournées, comme on peut voir sur les sites Apple ou quand on essaie de nous vendre une Porsche. Et en fait, tous ces arguments-là, c'est autant de force pour donner beaucoup plus de consistance au design. Donc, malheureusement, la page n'a pas chargé. Et on n'a pas de chance. On va voir si on peut avoir... On va retourner sur Station, je pense. Hop. Donc voilà. Par exemple, là, on est sur le backpack, et le but de ce backpack, c'était un espèce de sac à dos multifonction. Donc je voulais quelque chose qui soit... en fait, où on puisse plugger différents plugs. Donc par exemple, là, il y a 2 prises. Et on peut venir y mettre des ailes. Voilà. Sachant que chaque projet ne sort pas de nulle part, je voulais à la fois aussi m'appuyer de vrais produits qui existent dans le monde, et ça par exemple, c'est inspiré d'ailes qui existent en vrai, qui sont faites je crois, par 2 Français à Dubaï. Et les mecs sautent en parachute et ça leur permet de planer autour des A380 et de faire de très jolies vidéos. Voilà, ou par exemple, ici un autre exemple, ce satellite, qui est une sphère, une magnifique sphère. Le design original, cette sphère, elle a vraiment existé. Il est inspiré du Telstar One, qui était le tout premier satellite de télécommunication. Alors, on va peut-être avoir une photo en pas trop mauvaise qualité en bas. Voilà, ici. Donc le design était très intéressant à la base, avec ses rythmes blancs et noirs, et j'avais vraiment envie d'essayer de revisiter ça. Donc, ce qui a donné... hop, je ne le trouve pas. Le satellite Hermès, qui est un satellite d'observation cette fois, et aussi de communication. Donc voilà, ça c'était pour Exodus. Si vous êtes curieux, je vous invite à aller sur exodus.com, voir un peu mieux la logique qu'il y a derrière tout ça. Et pendant Exodus, pour revenir sur Strike, l'équipe de Strike Vector a fondé son propre studio, qui est Capsule Studio. Et du coup, je me suis retrouvé en cours de route à intégrer les équipes de Capsule Studio et en fait à continuer exactement ce qu'on avait entrepris sur Strike, c'est-à-dire de faire du design ou parfois de l'upgrade d'assets existants qui provenaient de jeux pour les trailers de jeux, et ensuite progressivement à prendre ma place actuelle en fait de superviseur assets et scènes assemblées à Capsule où on gérait des décors. Donc là je vais vous montrer des designs qui ont été faits pour le tout premier projet de Capsule pour le jeu The Surge. Donc là par exemple c'est des robots, c'est des bras robotiques qui étaient nécessaires en fait pour une scène d'opération chirurgicale. Et il fallait en fait opérer le héros sans l'endormir.
et lui découper les vêtements et en même temps lui ajouter des pièces d'armure. Donc il a fallu penser à tout un système, à comment faire pour que ça passe à l'image et qu'on puisse découper à la fois les vêtements, attraper les pièces d'armure et les fixer. Donc ça en fait c'est simplement le résultat, c'est que c'est l'outillage qui était nécessaire pour cette opération. Donc là par exemple on se rend compte qu'il y a des bras qui sont attachés en haut et en bas. En fait, c'est simplement une des résultantes des contraintes, c'est qu'il fallait à la fois attraper et utiliser des outils pour fixer. Du coup, la chose la plus simple, c'était de séparer les outils pour que les outils soient en haut attachés au plafond et que les bras préhensiles soient en bas. Comme ça, il y avait moins de chances qu'ils se croisent et qu'on ait des problèmes de cohérence, que ce soit à l'animation, même en crédibilité. Voilà. Je vais vous montrer aussi des armures qu'on a faites. Donc ça aussi, voilà, c'est des éléments du jeu qu'on a récupérés. Et c'était forcément pas totalement fonctionnel par rapport aux contraintes des consoles. Donc il a fallu les repenser pour avoir quelque chose de beaucoup plus proche de la réalité. Pour avoir une liberté de mouvement et que, pareil, ça correspond toujours aux besoins du trailer. Donc là, on a l'exosquelette de base, et ensuite on a les armures qui viennent se plugger dessus. Donc là, en plus de ça, il y a toute une logique de couches et de layers. Donc quand on rajoute des pièces d'armure, il ne faut pas qu'il y ait de pénétration, il ne faut pas que ça se déforme. Donc il faut penser aux amplitudes de mouvement et faire les pièces en fonction. J'ai aussi quelques projets de concept qui se sont faits en 2018. Hop, avec quoi je vois ça. Donc ça, tout ça, c'est des projets qui ont été faits après Exodus, qui m'ont permis de beaucoup plus accéder au design de produits comme ça et de robots. Donc ça, c'est des concepts qui ont été faits pour Brunch Studio, donc c'est des robots. Donc là, vous remarquez que c'est pas de la 3D, c'est pas du dessin, c'est les deux. Donc c'est juste des essais, des déclinaisons. Donc l'avantage de ce genre de médium, c'est que c'est beaucoup plus rapide et c'est très pratique au départ pour faire de la recherche. On n'est pas à vendre un produit fini, on cherche juste à trouver une idée, un univers. Je ne sais pas si on peut zoomer. Hop. Voilà. Ça permet de très rapidement avoir des résultats et faire des essayages. Et donc Alex, tu nous as préparé donc un modèle aujourd'hui. Ouais. Pour un modèle de créature que tu as fait, créature art surface. C'est ça. Donc je te laisse enchaîner là-dessus et sur la présentation de ton workflow. Pas de souci. Je vous montre un dernier petit modèle. Donc, la différence entre un overpaint 2D et le modèle final. Donc ça, c'était fait pour Enki l'année dernière. Donc je vous laisse deviner ce que c'est. Voilà. Hop. On va attaquer maintenant le contenu du cours. On va pas commencer la visite, on va commencer la story. Alors d'abord, je voulais vous parler d'un truc. Quand j'ai commencé le art surface, les gens ont tendance à dire que le art surface c'est beaucoup plus compliqué que l'organique, c'est extrêmement différent, que c'est vraiment un autre monde. Et c'est vrai qu'au début ça fait peur. Et puis au final, plus on avance dans ce sujet-là, plus on se rend compte en fait que les choses sont pas si différentes. Au final, l'organique, c'est juste le résultat de l'évolution de la nature, c'est le darwinisme, c'est le résultat de la sélection naturelle, et c'est juste en fait de l'itération d'un élément qui s'adapte petit à petit à son environnement. Et le art surface, c'est quoi? Au final, c'est juste une vulgarisation du design industriel et du design de produits. Et c'est exactement la même chose en fait. Au début du 19e, on a mis au point une logique en architecture qui a ensuite été appliquée au monde du design. C'est le form follow function. Ça veut dire qu'en fait, un produit va s'adapter tout simplement aux besoins et qu'on va adapter les formes aux besoins et aux contraintes qu'il va rencontrer. Du coup, au final, même si on a clairement quelque chose de différent entre le crâne de gauche et le crâne de droite, la logique, le processus pour les pensées sont les mêmes. Et c'est quelque chose qui peut facilement s'oublier dans notre milieu et qui ne va pas forcément desservir le design. Donc je trouvais important de le rappeler.
Un autre point aussi, toujours dans la même logique, c'est que si on part de ce principe-là, quand on fait un perso, un humain par exemple, on collecte énormément de références, on essaie de comprendre qui il est, on essaie de comprendre quel ethnie il a, quel poids il fait pour être le plus réaliste possible et esquiver l'Uncanny Valley. Oh. Tu l'as ? Voilà. Non plus. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on fait sur des armures ou des vaisseaux. Alors qu'en fait, ça suit exactement la même logique. Plus vous allez faire de recherche sur ce que vous voulez faire, et plus vous allez chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça, et est-ce que c'était comme ça au début, et comment on en est arrivé là, plus vous apportez la crédibilité. Donc sur le Lynx, ce que j'ai fait pour préparer ce talk, je vous ai donné un petit exemple. Pour son identité, ce que ça devait être, pour moi, je voyais un produit, un prototype. Les fonctions, on n'avait pas forcément. C'était simplement transférer un crâne de Lynx en vrai crâne. Les formes, le style, je voulais quelque chose proche du design de moto, du design automobile. La taille, pareil, je me suis inspiré d'un vrai Lynx. Donc ça, par exemple, ça peut énormément influencer sur l'échelle de détail. Et les matières, du carbone, du métal. Ça aussi, c'est aussi assez important de le déterminer à l'avance, parce que si on fait quelque chose tout en plastique ou tout en métal, dans le monde réel, ça ne va pas être fabriqué de la même manière. On ne pourra pas créer les mêmes formes, ça n'aura pas le même poids, donc ça n'aura pas la même mobilité au final. Donc tout ça, c'est des paramètres qui sont extrêmement importants. Donc maintenant, comment on sait un peu mieux comment faire ces recherches, voilà le résultat, ce que ça donne. Sur les références, on y revient. Hop. Donc ce qui est important aussi, c'est de trier ses références. C'est que c'est important de rechercher, mais c'est aussi important de savoir ce qu'on cherche et de le catégoriser. Le meilleur moyen de se perdre, c'est d'avoir des dizaines et des dizaines de références en les nommant toutes, mais on ne sait pas pourquoi. Donc c'est très important sur chaque référence d'isoler. Par exemple, la colonne de gauche, c'est le Lynx Anatomie. C'est toutes les recherches qui m'ont permis de comprendre la morphologie d'un lynx et de commencer à voir les formes qui existent dans un lynx qui pourraient m'intéresser dans mon design final. En même temps, j'ai recherché un peu comment se faisaient les structures dans le monde industriel, parce qu'au final, le crâne d'un lynx, c'est ni plus ni moins que la même chose qu'un cadre de voiture. C'est simplement designé par la nature ou d'un ingénieur. Et en même temps, j'ai aussi commencé à regarder les styles de forme de pièces que je voulais. Et en même temps que je cherchais les pièces, on peut remarquer que dans les références, qu'il y a du métal, il y a du carbone, il y a des plastiques. Il y a différents types de plastiques. Et même si c'est pas encore défini, je commence doucement à essayer de voir le type de matière ou de couleurs qui vont m'intéresser dans mon design. Donc maintenant on peut commencer. Sauf qu'en fait, non, on ne commence pas. On sait comment faire un design, le souci c'est qu'on ne le fait pas pour nous-mêmes, on le fait pour un client. Et ce client, on a besoin de communiquer avec lui. Du coup, c'est important de savoir quels sont nos besoins à nous, quels sont les besoins du client, mais aussi ceux du design. Du coup, j'ai fait quelques points pour un peu rassembler les principales questions qu'on peut avoir. C'est la première chose, le but d'un design, c'est d'aider le client à clarifier sa vision. Il faut proposer toujours quelque chose d'original, mais aussi fonctionnel. Et quand on propose ça, quelque chose d'original ne sera pas forcément fonctionnel. Et c'est pas quelque chose qu'on va savoir dès le départ. Du coup, quand on fait un design, il faut toujours être prêt à changer de direction. Parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut rencontrer des contraintes ou simplement avoir un changement d'avis. Et à tout moment, ce qu'on a entrepris, on doit pouvoir le modifier plus ou moins rapidement et plus ou moins entièrement. Donc ça demande énormément de versatilité. Donc ça fait partie du problème d'anticiper les problèmes de fonctionnalité et leur impact. Et ces choses-là, il faut aussi les communiquer au client. Parce qu'un client qui va vous demander un design, il ne saura pas forcément ce qu'il veut. C'est exactement pour ça qu'il vous appelle. Et ça peut se retrouver problématique lorsqu'on avance, parce qu'on va commencer à développer un design, et on va se rendre compte qu'au fil de l'évolution, il y a des choses qu'on a mis en place au début qui ne vont pas fonctionner dans son utilisation finale. Du coup, c'est très important de prévenir le client à l'avance, de dire que la phase de design, c'est pas quelque chose à un instant T, c'est quelque chose de progressif jusqu'à la livraison, et qu'il peut y avoir des modifications à tout moment en fait. Lui peut vous en donner, mais vous aussi, vous pouvez révéler au client qu'il y a quelque chose sur lequel on a commencé à travailler qui va pas forcément marcher à terme. Donc c'est très important de communiquer et d'être prêt à anticiper tout ça. Et du coup, l'idée aussi, c'est d'aller toujours plus vite. Sauf que je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est peut-être un peu contradictoire.
Et dans tout ça, il y a quelque chose qui est très important, qui est peut-être un peu obvious, mais c'est qu'il faut garder sa motivation. Et quand on fait un design, quand on bosse, tout est prétexte à perdre sa motivation. On peut avoir des problèmes propres à nous-mêmes. On peut avoir des problèmes propres à nous-mêmes parce qu'on a des difficultés techniquement à réaliser quelque chose. On peut avoir des problèmes de délai de temps. On peut avoir des problèmes parce que techniquement c'est long de... Continue. Ouais. On peut avoir des problèmes parce que techniquement ça va être long de produire une pièce. Et du coup, toutes ces choses-là sont des choses qui peuvent réduire votre motivation. Et lorsqu'on perd en motivation, qu'est-ce qui se passe? On perd en vitesse, on a moins envie de faire les choses, on est moins créatif, donc forcément le design va en pâtir, et puis on n'est pas forcément de bonne humeur. Donc la communication va en pâtir. Donc rien n'est tel pour flinguer la production en fait. Du coup, l'idée, c'est d'essayer de trouver quelque chose pour mettre tout ça d'accord. Donc pour résumer, l'idée c'est d'avoir un workflow rapide, simple et souple, qui va maximiser le potentiel et la créativité. Parce que si vous faites des choses simples, avec peu d'étapes, vous allez les faire vite. Si vous les faites vite, vous allez être content, vous allez aller vite, et vous allez être plus créatif et plus productif. Donc à l'inverse, on va mettre en place un cercle vertueux. Donc maintenant, je vais pouvoir vous vendre la solution. C'est un processus en 4 étapes. Dans le fond, je pense que tout le monde le connaît à peu près, mais je voulais vous montrer comment je l'interprète et comment je le trouve en fait très utile. Donc la première étape, c'est faire un sketch et un paint-over. Là, on n'essaie pas de faire une illustration pour ArtStation, on n'essaie pas de faire un truc fini. L'idée, c'est juste de savoir où on va, de commencer à fixer doucement la silhouette, de placer quelques lignes et de montrer à la fin d'une première journée ou même de quelques heures au client la direction qu'on veut prendre. Donc là, par exemple, on voit le crâne et on peut remarquer que c'est simplement un scan de crâne. C'est même pas un scan, c'est un sculpte de crâne fait par Gaël. Et j'ai juste placé des lignes dessus et j'ai fait aussi un paint-over pour montrer un peu la découpe. Ce genre de paint-over, vous pouvez aussi l'accompagner de moodboard, comme la planche de référence que je vous ai montré plus tôt, et l'accompagner de notes. C'est suffisant pour donner assez d'informations au client et pour avoir une base et commencer à discuter avec. Donc, je vais vous montrer rapidement ce que ça donne en timelapse. Donc c'est quelque chose de très rapide, et le but c'est vraiment pas d'être beau. L'idée, c'est juste de se projeter et d'avoir des idées pour la suite. Là, en fait, ce que je fais, c'est un peu comme l'été, que vous regardez le ciel, vous regardez les nuages. Il y a un peu ce jeu où on essaie de deviner les formes qu'on voit, on voit une tortue ou quoi. Bah là, c'est exactement pareil. Je regarde le crâne et j'essaie de voir les formes qui peuvent être sympas en surface. Et toutes ces lignes, en fait, c'est simplement des repères pour plus tard. Hop. Et là... Ah, et voilà, en une quinzaine ou une vingtaine de minutes, on peut peindre. On peut y rester beaucoup plus longtemps si on a du mal à se projeter. C'est pas gênant. Sachant aussi qu'il y aura beaucoup de clients qui vont se satisfaire de ce résultat-là, en fait. Parce qu'ils n'auront pas forcément le budget ou le temps. Et du coup, on peut beaucoup plus pousser cette étape si c'est nécessaire et éviter l'étape itérative en 3D où on va pousser le design jusqu'au bout. Un paint-over peut largement suffire, comme vous avez vu au début, ce que je vous ai montré plus tôt. Mais vu que là on a envie d'aller beaucoup plus loin, on va aller beaucoup plus loin. Donc ensuite, une fois qu'on a ce paint-over et qu'il est validé par le client, on part dans un blocking en lot, une reconstruction. Ici, je ne parle pas de retopologie, parce que je pars du principe où la retopologie, c'est juste de reproduire la surface qui existe déjà. Or, notre surface, c'est juste un croquis. On a besoin de la réinterpréter en fait. On a commencé à tracer certaines lignes, maintenant il faut vraiment les faire sortir et les mettre en valeur et préparer le modèle pour la suite. Donc là, toujours pareil, l'idée c'est de faire quelque chose de très rapide pour plus tard. Donc les objectifs, c'est préparer les fondations du design, c'est vraiment repérer les lignes qui vont être importantes pour plus tard, les découpes qui vont être faites plus tard, et d'avoir une base saine. Il faut aussi anticiper les fonctionnalités, parce que c'est à cette étape-là où on fait toutes les bases. Ça va être là où on va définir l'épaisseur des pièces, ça va être là aussi où on va faire leur fonctionnalité. Par exemple, si on fait un joint pour une articulation d'un bras, on va voir jusqu'où peut aller le bras et jusqu'où il ne peut pas aller. Et vu que là, on n'a pas beaucoup de poly, c'est le meilleur moment pour faire des changements et changer de direction.
Donc c'est à ce moment-là où il faut à la fois essayer et essayer de visualiser son futur potentiel en termes de forme. Du coup, une fois qu'on a fini le blocking et la reconstruction, la silhouette est quasi def et on peut la faire valider par le client. Hop, et je suis allé un peu trop loin. Hop. Alors, je voulais vous montrer. Je sais pas si la scène s'est ouverte. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben dommage. 2018. Donc on va passer à l'étape suivante. Maintenant qu'on a notre silhouette en lot, qu'on a placé nos lignes principales et qu'on sait à peu près où vont être les problèmes plus tard, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple là sur le lynx, est-ce que la mâchoire va être trop fine, est-ce qu'elle va pouvoir s'ouvrir, est-ce qu'il va pouvoir la refermer sans que les dents se touchent entre elles. Une fois que tout ça est bon et que le client est OK avec la silhouette, on peut passer à l'étape suivante. Mais avant de passer à l'étape suivante, ceux qui l'ont remarqué, mon low poly, il n'était pas en quad. Et c'est quelque chose d'assez important. Je sais que ça va en faire grincer plus d'un, mais le all quad, à quoi ça sert? Ça sert à éviter les déformations en animation. C'est pas quelque chose qui est absolument tout le temps nécessaire. Ça va dépendre du projet et des besoins du projet et du temps qu'on a. Donc par exemple, un concept, le quad, on s'en fout. Un rigid body, le quad, on s'en fout. Et par contre, en animation, il peut y avoir de gros besoins pour anticiper les déformations et pour pas qu'il y ait de pinch dans la topologie. Donc là, dans ces situations-là, si on est en contact avec le rigueur du projet ou qu'on sait comment ça va se passer après, on peut faire des tests. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut aussi déformer un objet sans qu'il soit à 100% quad. Ça peut très bien se passer. Il suffit de le tester. Si ça marche lorsqu'on teste, ça marche. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Mais par contre, c'est très important de voir ça avec le client. Il ne faut pas donner de mauvaises surprises. Par contre, si on peut se passer du quad, ça change complètement la vie. Parce qu'on s'enlève une énorme contrainte technique et aussi on gagne énormément de temps. Donc là, vous avez des exemples. Par exemple, ici, il y a des edges de soutien sur cette zone pour aider cet angle à se faire, mais qui disparaissent ici. Ça permet ici d'avoir une forme qui est pincée et de ne plus avoir de problème là, de ne pas avoir à les trimballer ici et de leur faire suivre la courbe pour avoir quelque chose de rond. Ici, c'est pareil. Alors malheureusement, c'est un peu petit. C'est exactement la même chose. Il y a des edges ici qui sont là pour pincer cette forme, mais qui s'arrêtent. Ça me permet d'avoir un angle très précis ici, sans pour autant ajouter une zone plate là. Si on regarde, la topologie est nickel. Et est-ce que mon crâne va se déformer ici? Je ne crois pas. Un autre exemple, j'avais besoin d'une courbe ici pour avoir un arrondi, et il se trouve que j'avais pas besoin de continuer les edges pour avoir quelque chose de propre. J'en profite. Hop. Et je sais pas comment quitter ça. Hop. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne maintenant en live. Du coup, l'idée, c'est que maintenant qu'on a fait notre blocking, on a juste à détailler. Et c'est ce que je fais. Et je place tous mes edges pour tenir mes formes. C'est exactement comme de la morphologie, on vient tenir les muscles avec des loupes. Mais vu qu'on est en hard surface, on vient renforcer ces loupes en plaçant des edges. Et là, ce que j'essaie de faire, c'est de garder une topologie la plus légère possible et d'essayer de me dire, ok, tous les edges que je rajoute, en fait, c'est je trace des lignes qui sont autant de lignes de détails dans ma forme. Donc là, par exemple, j'essaie de continuer une ligne que j'ai dans les alvéoles pour essayer de créer une nouvelle pièce. Et avant de créer cette nouvelle pièce, je fais un test. Je regarde. La forme me plaît. Du coup, je la garde. Et donc là, petit à petit, je suis en train de découper mes pièces. Et comme vous pouvez voir la topologie, je ne suis pas du tout en train de me soucier que ce soit en quad ou pas quad. Tout ce que j'essaye de faire là, c'est de séparer mes pièces pour amener progressivement du détail. Sachant qu'il y a aussi autre chose là, sur ce design, c'est que vous pouvez voir qu'il y a la face extérieure, on a une épaisseur, mais la pièce n'est pas fermée. Sauf que sur ce crâne-là, j'avais besoin d'imprimer. Et pour l'imprimer, il faut une épaisseur. Du coup, là, je rajoute petit à petit
je duplique la face avant pour la mettre à l'arrière, et je suis en train de créer l'épaisseur de ma pièce pour pouvoir l'imprimer plus tard. Je fais exactement la même chose pour l'autre. Je récupère ma face avant et je la mets derrière. J'utilise pas le shell parce que la topologie est dense à certains endroits et le shell va pas encaisser la déformation. Et j'ai aussi mon arête de côté qui est déjà faite. Il y a déjà un chanfrein qui a été fait, je veux pas le perdre parce que je l'aime bien. Et il est cohérent avec les autres formes sur le crâne. Donc là, la solution la plus simple et la plus rapide, c'est simplement de dupliquer ma face, de la mettre derrière. Et après, on bouche les trous. Et une fois que c'est fait, ma pièce est prête. J'ai plus qu'à rajouter un chamfer pour faire des accroches de lumière et mieux la définir. Ça va beaucoup m'aider plus tard à définir quel type de matière c'est, le type de chanfrein qu'on fera. Et je vais pouvoir aussi la détailler. Ça va arriver un peu plus tard. Donc là ici je fais quelques corrections. Toujours important de contrôler. Il peut toujours y avoir des petits soucis cachés quelque part. Voilà. Ici, je reproduis exactement le même chanfrein que plus haut, pour être cohérent dans mes types de chanfrein. Parce que si j'ai envie de mettre la même matière sur ces deux pièces, ça serait quand même assez bizarre qu'elles n'aient pas exactement les mêmes finitions. On va perdre en cohérence sur le design. Du coup, je reproduis les mêmes étapes sur celle-ci. Et maintenant que j'aime bien ces pièces, je vais les détailler. Par exemple ici, je rajoute ce qu'on peut appeler une prise d'air. Et vu qu'à la base je suis parti d'un lot très léger et que j'ai juste rajouté des edges pour tenir mes formes, il y a très peu de topologie et c'est excessivement simple à la fois de les modifier et de les détailler. Et voilà. On va revenir un peu sur les chanfreins. Donc voilà, ça c'est le résultat final. Et du coup, on remarque que c'est exactement la même chose qu'ici. Je suis juste venu tenir mes formes. Et j'ai commencé à rajouter des chanfreins. La silhouette n'a pas changé, c'est que de la découpe. Du coup, petit point sur les chanfreins, c'est quelque chose qui est très important. Parce que ça permet à la fois de déterminer l'échelle de votre design et en même temps la fonctionnalité de la pièce que vous faites. Et le chanfrein, c'est pas quelque chose de simple, et la meilleure solution pour en faire, c'est d'en faire encore. Et ce qui est très important, c'est toujours les refs. Donc en fait, quand vous faites quelque chose, on en revient toujours à la même logique. Il faut regarder sur quoi on part, qu'est-ce qui existe en vrai, qui ressemble le plus, et s'en inspirer. Et pas simplement reproduire quelque chose qu'on aime bien, mais essayer de comprendre. Donc, par exemple, ici, petite étude. Là, on se rend compte que le chanfrein est biseauté, et que c'est une autre pièce qui a une autre couleur pour une grille. Du coup, on peut interpréter que ce biseau permet à la fois d'accrocher la lumière, donc il y a une fonction esthétique, mais il permet aussi de plus facilement accéder à la pièce si on veut l'enlever. Donc ça, c'est un premier type de chanfrein. Là, on a autre chose. C'est une ligne qui est dans le casque. On en voit une autre ici. Et en fait, ce sont juste des détails pour meubler la forme. Dans ce genre de forme, ce qui peut être très important et très pratique, c'est que si on n'est pas en quad, c'est très facile de faire ce genre de forme. Parce qu'elles s'évanouissent et elles ramènent de la richesse au design. Un autre type de chanfrein ici, c'est celui du joint. Un joint de casque, à quoi ça sert? Ça sert à la fois pour le poser sur le sol et sur un bureau, et c'est aussi en contact avec le cou et les parties extérieures. Du coup, ça a besoin d'être arrondi pour mieux encaisser les chocs. Si vous auriez fait une arête dure à cet endroit-là, il aurait beaucoup moins encaissé les chocs, et la forme se serait beaucoup plus abîmée. Donc le chanfrein est beaucoup plus doux. Plus vous allez faire de recherches et penser vos pièces et vous raconter une histoire pour essayer de comprendre comment est fait votre design et le placer dans des situations, plus vous allez à la fois lui donner de la crédibilité, mais vous allez aussi vous amener de la créativité. Parce que si vous projetez votre design dans une situation, ça sera très très simple d'y amener des éléments et des détails. Un autre exemple, c'est l'usinage. Là, les chanfreins sont bruts. Pourquoi? Parce que c'est fait par des machines qui découpent les pièces.
Et c'est absolument pas le but de faire des accroches de lumière ou d'avoir de la fonctionnalité. Le seul but, c'est de pouvoir plugger des autres pièces à l'intérieur ou alléger le carénage qui est en métal. Donc voilà un exemple. Maintenant qu'on a notre crâne qui est quasiment fini, il n'y a plus qu'à ajouter les détails. Les détails, c'est exactement la même logique. Hop. C'est très important de regarder les refs, parce qu'ils vont amener la dernière touche de cohérence sur votre design. Si vous vous amusez par exemple à mettre, je sais pas, des vis, des écrous, des boulons de toutes les formes, vous allez créer un espèce de bruit, de noise sur votre design et perdre en lecture de forme. Si à l'inverse, vous vous limitez dans l'utilisation de formes de détail et que vous les groupez par grande famille et que vous respectez, je sais pas, par exemple, hop, regardez la mâchoire à cet endroit-là. Pour cette espèce de vis, vous respectez un diamètre et pour les petits trous un autre, vous allez créer de la cohérence partout sur le design. Vous savez, c'est un peu comme quand on regarde une carte routière et qu'il y a la petite barre en bas avec un tracé, il y a marqué 50 km. C'est exactement la même chose là. Ça permet à la fois d'avoir des repères d'échelle sur l'ensemble du design et en même temps aussi de finir la pièce. Ça veut dire que maintenant, on sait un peu plus quel type de pièce c'est. Par exemple ici, on comprend bien que c'est une espèce de trappe, qu'on peut enlever les vis pour accéder aux parties qui y a à l'intérieur. Là par exemple, j'ai fait des carrés qui vont être prévus pour plus tard, pour ajouter un joint et pour tenir l'œil. Plus vous allez vous raconter des histoires, plus vous allez vous inspirer de design existant et du monde du design industriel, plus ce sera simple et plus vous aurez, je pense, quelque chose de cohérent à la fin. Donc on va regarder le timelapse des détails. Donc pour les détails, j'utilise ZBrush, pourquoi ? Parce qu'il y a les live boolean, et elles sont excessivement pratiques, parce qu'elles permettent de changer le mesh qui est en dessous, le design qui est en dessous comme on veut, sans pour autant bouger les booleans, les formes de détails. Ça veut dire que si votre client veut revenir en arrière et que les étapes n'ont pas été si validées que ça, ce qui arrive souvent, ça pose aucun problème de changer les formes qui est en dessous, de revenir mettre le design sans pour autant perdre toutes les booleans qu'on a fait. Il y a aussi ce côté interactif en temps réel qui permet de voir tout de suite le résultat. Du coup, c'est excessivement pratique et rapide. On est aussi libre de directement envoyer des screens de ZBrush au client avant d'aller plus loin. Et du coup, c'est très très facile de faire des essais. Comme par exemple ici. J'essaie des formes, elles ne me plaisent pas. Que ce soit dans l'échelle ou dans le rythme que ça crée, ça ne me correspond pas. Du coup, j'essaye. Donc là, par exemple, je mets des accès pour plus facilement ouvrir la trappe. Faut pas oublier qu'un crâne de lynx, c'est pas très très grand. Voilà un autre endroit où je trouve pas forcément la bonne combinaison dès le départ. On fait des essais. Du coup, tous ces détails, ça vient de quoi? Ça vient de bibliothèques que j'ai faites moi-même. Et ça permet de se créer des librairies d'objets et de formes pour rapidement gagner du temps après en production. Et on a de la chance, c'est qu'en Art Surface, il y a énormément de formes qui sont tout le temps les mêmes. Il y a beaucoup de types de vis, mais une vis reste une vis. Du coup, avec une petite quantité de formes différentes, on peut créer une infinité de déclinaisons. Si on regarde bien, c'est à 90% des cylindres. Et voilà. Et pas voilà. Donc ici, par exemple, je mets un autre type de forme, vu que c'est des petites plaques sur le côté. À ce moment-là, normalement, on sait déjà à peu près quel type de matière on va vouloir utiliser. On peut facilement deviner les parties qui font partie de la structure du squelette de l'objet, d'autres qui sont des trappes. Donc en fonction du type de matière et de leur utilité, on va adopter un autre type de forme.
Et voilà. Donc maintenant qu'on a fini le modeling, on va pouvoir l'habiller. Donc là c'est toujours la même chose, on part de matières déjà existantes. Donc en l'occurrence j'ai aussi une librairie de matériaux, des plastiques, des métaux, du carbone, de l'or, du cuivre, et il suffit juste de les combiner. Donc ce qui est bien c'est que lorsqu'on a une librairie, on peut par exemple rendre la totalité d'un design avec un seul matériau, en sortir des passes, il n'y a plus qu'à les assembler dans Photoshop. On peut directement en live les assigner aux pièces dont on a envie. Ça permet d'essayer beaucoup de combinaisons. Donc là par exemple on a un plastique, on a un espèce de copper ici que j'ai pas gardé au final, du métal, un métal mat, un plastique glossy. Donc ça c'est un premier essai de matière. Du coup là j'essaie de passer du carbone, du noir. Et ce qui est important aussi, c'est de créer un espèce de rythme dans les couleurs. Pour pouvoir beaucoup mieux lire les formes et en même temps aussi beaucoup mieux identifier quelle zone fait quoi. Donc maintenant les stickers. C'est pas forcément quelque chose qu'on fait jusqu'au bout parce que c'est la fin et on est vite pressé de sortir le design. Mais c'est un peu comme la passe de détail et de booléenne, c'est que si vous avez le courage de tenir jusque là et de prendre le temps de bien le faire, vous allez encore apporter une couche en plus de crédibilité au modèle. Parce que vous allez amener de l'échelle et en même temps de la fonctionnalité. Par exemple là il y a marqué RT01, RT02, RT03, en fait c'est Righty01, Righty02, Righty03. Et on peut s'amuser comme ça avec plein de mots ou d'appellations pour amener une couche de crédibilité. Pareil, vous pouvez vous faire votre liste de vos stickers préférés, de vos formes préférées. Et avec très peu de textes différents et de logotypes différents, on peut facilement les utiliser sur 90% de ces projets et amener très rapidement une dernière couche de cohérence à son design. Et dernière partie très rapide, le rendu et la retouche. Donc là, c'est un simple rendu studio fait dans V-Ray, avec 3-4 lights, pour à la fois rimer le modèle et déboucher l'avant. Ce qui était important, c'est à la fois de pouvoir lire la silhouette, mais de pouvoir bien lire les détails sans pour autant gêner la forme générale. Donc là, il y a une light frontale en dégradé douce pour aider ça. Et une dernière couche, c'est Lightroom. Une fois que le rendu est fait, j'aime énormément passer dans Lightroom parce qu'il est excessivement simple d'utilisation. C'est des filtres et c'est tout. Et ça permet de très rapidement, avec ces outils, d'amener encore une toute dernière couche de réalisme à l'objet. Grâce à des fonctionnalités comme Clarity qui permet de sharper les contours de votre objet et va ramener beaucoup plus de piqué à votre image. Donc ici, le seul travail qui a été fait en post-production, c'est uniquement de l'exposition, du réglage de niveau, du sharpening, et un tout petit peu de bleu dans les ombres. Et si on compare les deux, on est sur quelque chose de correct ici, mais une fois qu'on voit celui-là, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de piqué, de beaucoup plus contrasté, et c'est assez pratique et intéressant. Donc n'hésitez pas à utiliser Lightroom, c'est pas un logiciel très compliqué et ça permet de facilement... Oh, il n'a pas envie. Ça permet de facilement ramener une couche de polish à votre design. Hop. Et voilà. Des questions maintenant. Et donc maintenant on va passer au Q&A, donc question and answer. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions à Mr. Alex Ferrar. Ouais. Combien de temps du début à la fin de ce projet? Celui-là, je dirais que c'est à peu près 4-5 jours.
avec toute la partie d'optimisation pour le print, qui m'a mine de rien pris beaucoup de temps. Où là, à l'habitude, on fait juste une forme qui fonctionne dehors pour les besoins du VFX. Là, cette idée de rajouter des épaisseurs a pris pas mal de temps, parce qu'il fallait doubler un peu toutes les surfaces. Voilà. Comment est-ce que tu passes de mesh de max et d'élève V1 au mesh que tu rentres dans des raids directement? Est-ce que tu cliques juste sur V1 et... Ouais. Alors, c'est une bonne question, parce qu'il y a eu cette semaine une mise à jour de ZBrush. Et auparavant, le Make Boolean de ZBrush avait tendance à fusionner tous les subtools affichés, ce qui était assez problématique. Mais apparemment, maintenant, c'est résolu, donc j'ai pas encore eu le temps de la tester. Mais il suffit, en théorie, maintenant, simplement de faire Make Boolean et de l'importer dans Max. D'accord. Voilà. Donc tu peux pas faire un topo bien avec des petits... J'ai fait au tout début de mon design ma rotopo. Ouais. Voilà. Il y a une seule piste on a un petit peu Elle est ouverte. Alors, je pense qu'idéalement, il faudrait même la splitter si je vois la peindre. Alors, est-ce que tu pourrais nous montrer un petit peu pour les spectateurs qui sont en ligne, puisque donc, tu as imprimé ton design, est-ce que tu pourrais prendre ton crâne et le mettre près de la caméra? Voilà. Ouais, c'est nickel. Vas-y, n'hésite pas à l'approcher un petit peu plus. T'as le point? Ouais, un petit peu plus haut. Nickel. Je sais pas si on voit bien les détails. Si on voit bien les détails en ligne. Est-ce que tu as prévu de la peindre? J'avais prévu de la peindre pour vous l'amener. Et bon, au final, après un vote consultatif, apparemment, elle était plus jolie en transparente. Donc je l'ai laissée transparente. Ça m'a épargné un carnage en peinture, donc c'est peut-être pas si mal. Mais l'idée, oui, c'est de la peindre. Et j'aimerais surtout en fait l'imprimer à taille réelle et essayer de la préparer comme un props de film pour voir un peu quel genre de contraintes ça peut amener et aussi comment du coup s'en servir pour les prochains projets. Du coup, ton mesh, après avoir fait le Make Boolean, etc., tu le renvoies dans Max, mais c'est du high. C'est du high. Du coup, en production, ça peut être assez dangereux parce qu'on peut se retrouver avec des meshs excessivement lourds. Du coup, cette phase de détail, il faut être malin et parfois l'utiliser avec parcimonie. Voilà. Tu travailles juste pour le film ou est-ce que tu as d'autres types de clients aussi? Depuis Exodus, j'ai commencé à avoir des clients un peu dans des industries un peu plus classiques. On va peut-être revenir à la partie folio du départ. Hop. Mais par exemple, l'année dernière, j'ai été contacté en fait par une agence qui bossait pour Renault Sport. Et ils avaient besoin, cette année-là, ils avaient sorti un concept car qui s'appelait la Renault Trésor. Et en fait, dans leur communication, ils voulaient faire un traîneau de Noël, inspiré par leur concept car. Donc c'est toujours un peu dans le milieu du VFX, mais c'est un peu plus proche des industries classiques. Du coup, ça, c'est des concepts au départ pour le traîneau. Et le traîneau, au final, ressemble à ça. Voilà. Donc c'est une chance, je pense, dans notre métier, c'est qu'on peut toucher un peu à tout selon notre profil. Il suffit juste, je pense, de s'y plonger et il y aura forcément, de la part d'une industrie ou d'une autre, un intérêt, je pense, d'avoir l'œil qu'on a et l'approche qu'on a. Donc, par exemple, ici, c'est des jantes qui étaient au final juste des expérimentations dans ZBrush. Je voulais essayer de faire des jantes dans ZBrush. Donc c'est des exercices intéressants parce que c'est pas des grandes échelles. Donc ça permet d'avoir des choses très très rapidement et de faire des déclinaisons. Donc là j'en ai montré que 2. Mais ça permet à la fois de faire des tests sur les tools et les logiciels et en même temps de faire des explorations en termes de forme et de design ou de rythme de couleur comme on peut voir là. Voilà. A l'inverse aussi, j'ai fait des concepts un peu aérospatiaux, mais ça par contre c'est pour de la série. Peut-être qu'un jour avec de la chance Elon Musk m'appellera, mais en attendant, je me satisfais de ça. Voilà. D'autres questions? Ouais. Est-ce que tu continues ou tu fais de l'organique? Ou tu t'es que spécialisé maintenant dans le hard surface, même
même s'il y a la même philosophie de design à la base. On va dire je fais de l'organique maintenant avec Capsule Studio quand on bosse sur des projets dans les environnements où s'il y a besoin de faire un arbre, on peut leur faire un arbre. Mais c'est pas du tout ma fonction principale, c'est plutôt collatéral, on va dire. D'autres questions? Pour l'impression 3D, t'es passé par qui du coup? Comment? Pour sortir le truc en 3D, t'es passé par qui donc? Là? Ouais. C'est le moment de faire un placement de produit. Je suis passé par nos voisins. J'ai de la chance, c'est que j'ai des voisins en fait qui sont dans l'impression 3D, donc ça s'appelle Bone 3D, et ils sont dans l'impression pour le médical, donc c'est quelque chose de très haute précision. Et ils ont été très gentils de me prêter un peu de leur temps pour m'aider à sortir ceci. Voilà. Pas d'autres questions? Moi j'avais une question. Vas-y. Alors, du coup, j'ai vu aussi que, donc je sais que tu bosses pour pas mal de clients, des clients assez à l'international aussi. Donc tu travailles aussi en freelance de ton côté, et j'ai vu que tu avais aussi bossé pour des clients comme Blur. Ouais. Donc comment est-ce que tu es approché par ces clients? Comment ça se passe pour les contacter, pour travailler avec eux? Blur, c'était assez simple. C'était un mail par la boîte mail de Blur classique. Après, je pense que c'est aussi une histoire forcément de portfolio et de moment. En fait, je pense qu'au moment où je les ai contactés, ils savaient les projets que j'avais faits. Donc à l'époque, je sortais de The Crew, du trailer de The Crew à Unity Image. Et Blur bossait sur des reproductions entières de New York. Donc je pense que ça les a beaucoup aidés à faire leur choix. C'est tombé au bon moment. Donc je pense que c'est toujours une histoire un peu de chance et de timing. Voilà. Après, je pense, mine de rien, le plus simple, c'est toujours de contacter, envoyer des mails, avoir des books qui sont très simples de lecture, très précis par rapport aux clients qu'on target, et faire le maximum pour leur mettre plein la vue. Donc c'est toujours la même histoire, on se renseigne sur le client qu'on vise, on fait le mieux pour eux, et après, on se lance. Et je me posais aussi la question du coup de l'influence de ton travail perso sur le workflow que tu as en prod. Est-ce que tu mets en place des techniques de ton côté que tu vas ensuite utiliser en prod, ou alors est-ce que c'est toutes les techniques que tu utilises, c'est quelque chose que tu as déjà appris au cours des productions sur lesquelles tu as bossé? Je dirais que c'est un peu des deux, mais c'est vrai que principalement, surtout quand on se forme et qu'on débute, on a beaucoup de temps perso et on n'est pas pro. Donc forcément, c'est que des travaux perso, et même avec Exodus, ça a été la raison même de ce projet-là, c'est que ça m'a permis d'expérimenter énormément. Quand vous avez vu l'armure au début, je crois que le torse, je l'ai recommencé 4 fois avant d'avoir une technique qui me plaise. Du coup, c'est tout ce temps investi, j'essaie de le rentabiliser au maximum en production, parce qu'en production, on n'a pas forcément le temps, voire pas le temps. Donc ces projets perso, c'est une façon de se faire plaisir en termes de design personnel et de faire ce qu'on veut, mais c'est aussi une façon de mieux desservir les projets professionnels et d'essayer de trouver des passages, en fait, des passerelles. Bah, merci beaucoup. Pas de quoi. Je pense qu'on peut de nouveau applaudir. Merci à vous. J'en profite également pour remontrer donc, à nos spectateurs qui sont actuellement sur Twitch la bio que tu nous as offerte et la fiche descriptive pour retrouver ton taf directement sur ArtStation et l'adresse de ton portfolio. Merci beaucoup. J'espère aussi que j'ai plu aux gens à Twitch. Je pense que tu as beaucoup plu aux gens à Twitch. C'est parfait.